La crise de 1929 mena à la guerre et ses horreurs. Depuis le plan Marshall, le capitalisme use d'une autre arme, l'arme de la séduction. Michel Clouscar analyse ce capitalisme de la séduction et le résume sous la formule « Tout est permis, mais rien n'est possible ». Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, Michel Clouscar, alors âgé de 17 ans, a ressenti un profond désarroi devant le désarmement des résistants. Cet événement douloureux va marquer l'ensemble de son œuvre. Il va, pendant près de 50 ans, étudier les transformations que le capitalisme impose à la société. Il sera un des analystes les plus pertinents de son temps. C'est la société où on vit, c'est le capitalisme. On vous offre... Vous pouvez aller partout, vous pouvez aller aux Seychelles, vous pouvez avoir un 4x4 hyper gros, polluant et autres, vous pouvez. Après, ça va être compliqué pour l'avoir. Il va falloir que vous trimiez, il va falloir que vous vous soumettiez, il va falloir accepter toutes nos normes. Né en 1928 à Montpigné, près de Gaillac, Michel Clouscar est issu d'une famille modeste. Sa mère est institutrice, son père mineur à Carmaux. Passionné de sport, Michel Clouscar s'illustre dans le 200 mètres. Il sera même présélectionné aux Jeux Olympiques de 1948. Il consacrera son premier ouvrage à une sociologie du sport, dans lequel le sportif devient la figure opposée du narcisse de la société libérale qui ne propose qu'un corps tourné sur lui-même. Notre première discussion là-dessus, je me rappelle, c'est autour du Tour de France. Et je m'étonnais, moi, j'ai une formation de petit colonial expatrié, dans mes représentations, quoi de plus vulgaire vraiment que les connotations du Tour de France, les publicités, le public, la vulgarité. Et là, Michel Clouscar me sort, du point de vue statistique déjà, que le Tour de France, ça a été mesuré, et l'effort physique le plus colossal qui soit donné dans les sports, plus que le marathon même. Et il est problème à me faire prendre conscience de détermination que je maîtrisais dans l'abstrait, mais que j'étais loin de m'appliquer à moi-même, a fortiori d'en faire un usage sociologique, à savoir que si le sport rencontre une telle ferveur, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, quand j'essaie de me souvenir le temps sur lequel il en parlait, dans les classes populaires, c'est précisément parce que c'est au niveau de l'effort musculaire que ça représente que le travail retrouve une reconnaissance. Et pour une fois, sous une forme sublimée, applaudie et reconnue de cette partie de son existence qui est toujours niée, marginalisée, voire marquée d'indignation. Alors, est-ce un acte manqué, ou est-ce un acte manqué bien réussi quelque part, mais il a renoncé à sa carrière sportive lorsque, en voulant travailler la finale du 100, justement, c'était juste après la guerre. Il a dit, j'ai voulu me laisser pencher un peu en avant pour gagner quelques dixièmes d'un dernier mètre. Je me suis étalé dans toute ma longueur, tout le peloton est passé devant, et donc j'ai laissé le sport et j'ai fait de la philo. Il quitte ainsi Gaillac et part à Toulouse étudier la philosophie. Lui, pour qui Toulouse est déjà la grande ville, n'imagine pas qu'elle ne sera qu'une étape avant Paris. Étudiant brillant, il est poussé à continuer ses études à l'université de Nanterre. Il accepte un poste de surveillant au lycée Jacques Decour qui lui permet de subvenir à ses besoins et de lui laisser du temps pour l'écriture de sa thèse « L'être et le code ». Sous la direction d'Henri Lefebvre, il travaille sans relâche car le sujet est immense. Il tente d'analyser l'histoire des relations sociales par le prisme des rapports de production sous l'Ancien Régime. Il soutiendra sa thèse en 1972 devant un jury composé notamment de Jean-Paul Sartre et d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui saluèrent l'effort immense que requérait le sujet. Ce travail fondateur lui donnera les clés pour comprendre immédiatement les enjeux de mai 68. En effet, dès 1973, dans un livre intitulé « Néofascisme et idéologie du désir », il dénonce la collusion entre les tenants du jouir sans entrave et les tenants de l'économie libérale. Il fait remonter cette nouvelle donne politique et sociale
au plan Marshall. Le plan Marshall n'est plus aujourd'hui un projet. En 1947, le président des États-Unis, Truman, signe un programme visant au rétablissement de l'économie européenne. Ce plan d'aide de plusieurs milliards de dollars est composé aux 4/5 de dons, mais les contreparties sont immenses. Elles obligeront, entre autres, l'État français, par les accords Bloom-Burns, à ouvrir son marché aux productions cinématographiques américaines. On peut dire que dans l'Europe dévastée d'après-guerre, la situation était pour le moins troublée, la paix était revenue, mais la paix sociale risquait d'être menacée. Et l'objectif des Américains était à la fois d'essayer d'améliorer la situation économique en Europe pour éviter que les revendications sociales n'augmentent. Les ouvriers, il ne faut pas l'oublier, étaient représentés par un parti communiste très puissant. Au lendemain de la guerre, une partie de la classe ouvrière était armée, c'était les francs-tireurs partisans, n'étaient pas désarmés. La bourgeoisie adoptait un profil bas parce qu'elle avait collaboré pendant la guerre. Donc il fallait maintenir ou rétablir la paix sociale, et le seul moyen était un moyen économique. Et c'est à partir de là que, grâce à l'aide américaine, va commencer une période qu'un économiste français, François Perroux, appellera les 30 glorieuses, qui vont se caractériser, disons, par une augmentation générale du niveau de vie de toutes les classes sociales et une certaine diminution des inégalités, notamment aussi avec les réformes portant sur la sécurité sociale, qui vont favoriser, disons, le bien-être des classes populaires. Voilà le côté économique. Alors évidemment, tout ça n'était pas désintéressé. D'une part, il fallait maintenir et augmenter l'influence des États-Unis en Europe, c'était officiellement les libérateurs, mais sur le plan culturel, ça voulait dire faire pénétrer en masse l'idéologie Made in USA, par le biais de nouveaux modes de consommation, par le biais de la musique, le biais essentiellement aussi du cinéma, qui jouera un grand rôle dans l'imprégnation des esprits avec le mode de vie américain. Pourquoi le plan Marshall? Pour ne pas avoir le communisme, parce que si on revient au capitalisme de papa d'avant-guerre, avec la misère, etc., je veux dire, alors, déjà ils sont à 27% en 48 des communistes, 30% presque en Italie, alors là on est cuit. Hein. Donc il faut absolument lâcher un peu de l'Est, et bon, pas refaire tout à fait l'ouvrier à la Zola, lâcher du l'Est, et voilà. Et ça s'est passé dans tous les pays concernés. Et en France, ça a pris une dimension particulière dans la mesure où ça s'est conjugué avec le CNR, avec qui lui ne doit rien à la stratégie de l'OTAN, et qui affirme donc une gestion à la fois démocratique et centralisée, qui était censée, après les horreurs contre lesquelles le CNR était en fait une alternative. Il faut comprendre que le programme du Conseil national de la résistance, c'était pas simplement en finir avec la guerre, c'est pas simplement plus jamais la guerre, c'est plus jamais, pour reprendre les mots de Jaurès, plus jamais le capitalisme qui porte la guerre comme la nuit porte l'orage. C'est ça que Kouskar a véritablement ressenti, c'est ce côté plus jamais ça. Et il se trouve que le pourrissement recommençait, le pourrissement de l'esclavagisme, du colonialisme, du fascisme, parce que c'est quand même le capitalisme qui a fomenté le fascisme pour s'en sortir. Ben, tout ça pouvait repartir par un miracle, il suffisait de pourrir les esprits, pourrir les gens, et ça c'est le plan Marshall. Le plan Marshall engagera des transformations importantes dans les pays bénéficiaires. Les couches moyennes en tireront pleinement profit. Elles symboliseront le passage d'une économie encore marquée par la subsistance et la rareté à une économie de l'abondance. S'opposant à la bourgeoisie traditionnelle, elles vont lentement imposer leur culture et leur vision du monde. Désormais, les codes changent. Mai 68 en sera le révélateur. Ce plan Marshall greffé sur un État centralisé, ça fait rentrer la France de plein pied dans ce qu'on a observé ailleurs, de ce que les économistes ont appelé le capitalisme monopoliste d'État. Mais la France y rentre véritablement massivement. Bon, ce capitalisme monopoliste d'État, donc, qui est cette espèce d'aboutissement, il permet une organisation maximale de la production, de la consommation, des mœurs, de l'espace. La France va connaître ce qu'on appelle une période d'expansion, de croissance de longue durée, laquelle période de croissance de longue durée va de pair avec la modernisation de l'économie qui se traduit par la concentration des entreprises, le développement scientifique et technique, et au plan sociologique, la montée en puissance d'une nouvelle classe sociale composée d'ingénieurs, de cadres, d'enseignants, de chercheurs, de techniciens, que moi je qualifie, on les appellera les nouvelles classes moyennes. Hein, moi j'appelle ça la petite bourgeoisie intellectuelle, parce que son capital finalement c'est l'intellect, c'est ses diplômes. Et cette classe va prendre non seulement en nombre, en pourcentage, un rôle de plus en plus important dans le développement de la société française, mais également au plan idéologique et culturel. C'est-à-dire qu'on ne comprendrait pas, par exemple, le succès des films La Nouvelle Vague
si on ne les voyait pas comme l'expression artistique de la vision du monde de ces nouvelles couches moyennes, très modernistes, très en rupture avec la morale bourgeoise traditionnelle. Le capitalisme monopoliste d'État, il crée à la fois le produit et le client. Il crée même les nouvelles couches moyennes qui vont être à la fois la réclame et les consommateurs mêmes. Le pouvoir était occupé par une coalition de la bourgeoisie d'affaires, mais qui s'appuyait traditionnellement sur l'ancienne petite bourgeoisie, petits commerçants, petits artisans, petits paysans, profession libérale traditionnelle, très réactionnaire, avec un gouvernement autoritaire, centralisé, technocratique, pouvoir personnel, le général de Gaulle, et bien entendu, politiquement, elle ne pouvait pas s'exprimer sur la scène officielle, et le résultat, c'est qu'elle va se radicaliser au fur et à mesure de ses frustrations. Elle va se gauchiser et les plus excités d'entre eux, représentés par leurs théoriciens, leurs dirigeants, vont fonder différents partis d'extrême gauche, groupusculaires, trotskistes, maoïstes, nouvel anarchisme, dont Cohn-Bendit sera l'un des représentants les plus connus. Et non seulement ils vont s'en prendre au gouvernement, mais les plus radicaux vont s'en prendre au régime de la Ve République, à laquelle ils voudront mettre fin, et les plus radicaux encore s'en prendre au capitalisme lui-même. Donc ça sera la révolution de mai 68. Mais ça, c'était au plan des paroles, des slogans, des discours. Il faut quand même savoir que dans un pays capitaliste normal et normalisé, cette classe montante d'ingénieurs, de cadres, de techniciens, d'enseignants, de chercheurs, de la matière grise, comme on dira plus tard, n'ont pas pour vocation de faire la révolution, mais de seconder la bourgeoisie dans sa domination en tant que classe intermédiaire, classe médiane, classe médiatrice, entre ceux qui dirigent et ceux qui exécutent. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont, comment dirais-je, préposés, les néo-petits bourgeois, aux tâches de médiation, c'est-à-dire de conception, d'organisation, de contrôle, d'inculcation, de formation, etc. Pour ratifier cela, cette situation-là, il a fallu une alliance générale, ce que Gramsci appelle un bloc historique, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'alliance des classes possédantes et des classes moyennes. Alors dans les situations révolutionnaires, c'est l'inverse qui se produit, c'est l'alliance des classes populaires avec les couches moyennes. Là, en l'occurrence, les classes possédantes se sont mis les couches moyennes dans la poche, en créant véritablement des nouvelles couches moyennes. Je dis bien couches moyennes parce qu'il est bien évident que dans le mode de production capitaliste, avec toutes les différences de hiérarchie sociale qu'on peut trouver, et ça, vous prenez la lutte des classes en France de Marx, vous avez à peu près 14 groupes sociaux, contrairement à ce que font croire les adversaires du marxisme, c'est pas une logique binaire. Mais simplement, la logique même du capitalisme s'est articulée sur ceux qui détiennent les grands moyens de production et d'échange, le capital, et ceux qui offrent leur force de travail. Pour contrer cette logique duale du propre mode de production capitaliste, il faut évidemment des tonnes de couches tampons. Appelons-les pas forcément classes, ce ne sont pas forcément des classes, elles ne se vivent pas comme ça, elles n'ont pas forcément conscience, mais ce sont des couches moyennes. Et le capitalisme monopoliste d'État, créé à la faveur du plan Marshall, a eu le don d'augmenter complètement le nombre de gens qui se sentaient couches moyennes. Et cela via le salariat généralisé. Ce sont des gens à qui on a fait aimer leur chaîne, littéralement. L'ordre de grève a été maintenu par les 4 grandes centrales syndicales. La plus grande grève que connut l'histoire de France se déroula durant mai 68. Elle compta près de 9 millions de grévistes. Pourtant, aujourd'hui, seuls les combats menés par les mouvements étudiants semblent retenir l'attention. Luskar faisait l'hypothèse que l'aspect précisément sociétal, libéral, libertaire 68 aurait été fait pour servir de barrage et contre-révolutionnaire à un processus qui devenait fatal pour le capitalisme. En 68, ils ont eu peur, parce qu'il y a eu la France, mais il n'y a pas que en France, où il y a eu mais 68, il y a eu l'Italie, il y a eu la plupart des pays d'Europe, il y a eu les États-Unis. Ils ont dit, bon, c'est fini, ils ont eu ce qu'ils voulaient pendant les 30 glorieuses. Maintenant, on reprend la main, on les casse, on dit qu'ils ne servent à rien, on va en mettre un paquet au chômage, comme ça fera peur aux autres, et c'est ce qui s'est passé, quoi. Voilà. Mai 68 est une pièce de théâtre, une pièce qui se joua à 3, chacun tenant son rôle. De Gaulle, le père autoritaire, Pompidou, l'oncle débonnaire et libéral, Cohn-Bendit, l'enfant terrible. Michel Clouscar voit dans Mai 68 une révolution de palais,
un second plan Marshall d'ordre symbolique qui verra l'alliance du libéral et du libertaire pour faire sortir de la scène les représentants de l'ancienne bourgeoisie. Les couches moyennes participent enfin au banquet du pouvoir. J'ai eu la chance, et si je peux dire, du moins l'opportunité, de déjeuner un jour avec le président de la République, Georges Pompidou, par le biais d'un professeur de sciences politiques. J'avais fait Sciences Po. C'était un homme de droite, professeur au Collège de France, par ailleurs, d'histoire sociale. Et j'étais son opposant de service dans ce qu'on appelle à Sciences Po les conférences de méthode. C'est là où on apprend à parler de n'importe quoi, mais avec un plan en deux parties bien structuré. Georges Pompidou était l'un de ses meilleurs amis, parce qu'ils avaient fait tous les deux ensemble la préparation pour Normale Supérieure. Ils s'est retrouvés à l'école Normale Supérieure. Tous les deux étaient des normaliens. Donc il voyait régulièrement le président Pompidou. Et un jour, c'était en 1972, Louis Chevalier me dit « Ça vous intéressait de rencontrer le président Pompidou parce que vos analyses sur la nature de classe du mouvement 68 intéresseraient beaucoup le président de la République. Vous verriez qu'il y aurait certaines convergences. » Je dis « Pourquoi pas ?» Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de manger avec Pompidou, c'est de voir un peu des dirigeants politiques, ce qu'ils pensaient comme ça de mai 68, off the record, si on peut dire. Alors ça s'est passé off the record, effectivement, ça n'était pas enregistré, dans un restaurant de la rive gauche, qui se trouvait près du Pont-Royal, où Pompidou avait ses habitudes, avec Louis Chevalier et quelques autres. Les gardes du corps étaient en bas, on était dans une petite pièce, un salon, restaurant fort chic et cher. Enfin bon, c'était payé sur l'argent des contribuables, bien entendu, toutes ces agapes. Et Pompidou, quelques minutes après avoir discuté du dernier film de Godard à l'époque, embraye sur « Alors il paraît, Monsieur Garnier, vous avez une analyse intéressante qui, bien que marxiste, coïncide assez avec, paraît-il, selon Louis Chevalier, le point de vue que nous avons sur mai 68. » Alors je lui dis « Bah oui, je me doute bien que vous n'êtes pas marxiste, Monsieur le Président, étant donné que vous êtes un ancien fondé de pouvoir de la banque Rothschild. Mais voilà, ce que je pense de mai 68, je vous le résume en deux mots. » Et à la fin de mon résumé sur, justement, l'irrésistible ascension de la petite bourgeoisie intellectuelle, il me dit « Figurez-vous que c'est l'analyse que nous faisions, M. Edgar Faure et M. Maurice Grimaud, notamment lorsqu'il a fallu prendre des décisions pour savoir s'il fallait faire ou non évacuer la Sorbonne par l'armée. » Parce que le général de Gaulle, qui était quand même vieille France, reconnaissons-le, c'est Pompidou qui parle, c'est pas moi, avait trouvé le moyen d'aller à Baden-Baden. Il ne nous avait pas avisé, il s'était réfugié avec sa femme et puis une partie de sa famille, aller voir le général Massu pour faire déloger les étudiants de la Sorbonne. Et nous avons expliqué quand même au général que ça n'était tout de même pas une solution réaliste, que tous ces agités, excités, là, qui brandissent des banderoles avec des fusils, des marteaux et des portraits du Che, de Lénine et de Marx dans cette cour, c'est la future élite de notre pays. Donc on ne tire pas sur notre élite. Quand Muscar critique 68, il faut bien distinguer les deux 68. Il y a le 68 ouvrier, je ne reviens pas, les grandes avancées de Grenelle, l'augmentation très sensible du SMIC, les droits syndicaux dans les entreprises multipliés. Ce n'est pas du tout ça qui est critique, au contraire, ce sont des acquis dont il se félicite. Je parle du 68 qu'il a emporté dans les consciences et dans les âmes, si je puis dire, à cause du pouvoir dominant, c'est-à-dire du 68 libéral-libertaire, précisément. D'abord, qui s'affirmait d'abord comme libertaire, pour s'avouer libéral, c'est Cohn Bendit lui-même, je ne parle pas dans son dos, libertaire en 68 et libéral en 98. Association de deux termes qu'on croyait opposés, donc Muscar avait vu la profonde unité dès 68 précisément. Ces nouvelles couches moyennes ont cru que la fête ne faisait que commencer, et les voilà tout de suite retombées dans la crise. Une crise inhérente en fait au mode de production capitaliste. Elles ont cru qu'elles avaient fait leur révolution, ce 14 juillet des couches moyennes qui a été mai 68. Fondamentalement, ce sont les forces de la réaction qui l'ont emporté après 68, puisque 68 nous amenait un bilan sans complaisance. Après 68, les deux forces qui déclinent en France, c'est gaullisme et communiste, c'est-à-dire les forces de la résistance. Quand Cohn-Bendit dit le gaulo-communisme c'est fini, je suis un libéral libertaire, rendant d'ailleurs par hommage une sorte d'hommage indirect à Kluskar, puisque c'est Kluskar qui a forgé le concept de libéralisme libertaire en 72, c'est à partir de mai 68 qu'il va y avoir une véritable reconquista des acquis sociaux du Front populaire et de la résistance. Ce côté contre-révolutionnaire qu'il est le premier et le seul à voir jusqu'à ce jour, d'une manière développée et théorique, se manifeste comment dans une approche sociologique? D'abord, par l'évacuation progressive, jusqu'à pratiquement totale, du social par le sociétal. Et il est évident que remplacer les luttes de classe par le fait de dresser les femmes contre les hommes, les jeunes contre les vieux, les Hutus contre les Tutsis et les Corses contre les Français, c'est quand même plus profitable pour le capital
dont Gluskar dit très clairement qu'il a tendance à porter la guerre civile chez les pauvres. Alors, ce qu'on a appelé la révolution de mai 68, c'était avant tout une révolution, on pourrait dire, culturelle. Pas au sens maoïste du terme, mais disons qu'elle portait sur le mode de vie, les valeurs dans la vie privée, l'épanouissement individuel, etc. L'émancipation collective, le sort des travailleurs était nettement à l'arrière-plan. Il suffit pour s'en convaincre de lire les textes, les écrits donc, des porte-paroles théoriques de cette révolution, en tête desquels on peut évidemment citer l'inévitable Michel Foucault ou le non moins inévitable Gilles Deleuze. Mais cette révolution, effectivement, prouvait une chose, somme toute, c'est que cette petite bourgeoisie intellectuelle n'était pas progressiste dans la mesure où son objectif, ça n'était pas d'en finir en fait avec le capitalisme, mais d'en finir avec une société qu'elle considérait comme archaïque, bloquée, traditionnaliste, cadenassée, verrouillée. Là, je reprends des qualificatifs souvent utilisés par Cohn-Bendit. Et la preuve en est, c'est que quand on va créer l'université de Vincennes, dans le bois du même nom, ça va être à l'initiative d'une part, effectivement, d'un certain nombre de responsables gouvernementaux, dont Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre à l'époque, et du ministre de l'Éducation, monsieur Edgar Faure. Mais comme interlocuteurs, ils avaient tout de même quelques brillants, j'allais dire, représentants du mouvement 68, à savoir entre autres Michel Foucault, Gilles Deleuze, Hélène Cixous, quelques communistes. Et Georges Pompidou, au cours du repas que j'évoquais tout à l'heure, m'a dit la chose suivante. Il a dit, c'est très simple. On s'est dit, tous ces gens, ces fameux agités, eh bien, si on leur donne des salles de cours, si on leur donne des amphithéâtres, ils feront la révolution en vase clos, et pendant ce temps-là, nous, on aura la paix dans la rue. Moi, j'étais enseignant à partir de 1976, déjà, c'était vraiment la fin de la contestation officielle, et tout était rentré dans l'ordre. Les anciens contestataires étaient devenus des mandarins, leurs élèves étaient des groupies face à leurs gourous, et somme toute, tout se passait fort bien. Il n'y a pas eu beaucoup de troubles. Donc on peut dire que Paris 8, ça a été finalement à la fois l'apothéose et la fin au plan intellectuel de la contestation. S'inscrivant dans la lignée philosophique de Rousseau, Hegel et Marx, Michel Clouscar engagera une querelle contre les maîtres à penser de 68, Althusser, Sartre, Foucault, Lévi-Strauss, autant d'intellectuels qui, pour Michel Clouscar, ont pour point commun de reléguer les déterminations économiques et historiques au second plan. Ils incarnent la trahison des clercs, abandonnant les questions sociales et les enjeux collectifs au profit des préoccupations sociétales chères aux couches moyennes. Je peux prendre quelques exemples très localisés. Si je prends Althusser, par exemple, je prends la manière dont Althusser fait intervenir la détermination économique. C'est pas rien tout de même, quand on se réclame de Marx. Eh bien, c'est pas Althusser, il a fait intervenir jamais, une concreto. Et en même temps, toujours, je m'explique. Il dit, ah bien sûr, c'est la détermination essentielle, c'est celle qui a... moi je suis marxiste, plus marxiste que moi tu meurs. Et l'économie est toujours là comme détermination, mais, c'est son expression, en dernière instance, c'est pas lui qui l'a forgé, mais il s'en sert de telle manière, Althusser, que finalement, on arrive à avoir une théorie marxiste qui ne parle jamais d'économie. Dès qu'on parle d'un cas particulier, concret, d'esthétique, d'art, il n'est plus question d'économie. C'est toujours en dernière instance. Il est une question d'économie que lorsqu'on parle d'économie. Jamais il va dire, tiens, voilà la détermination économique qui fait qu'on passe de la musique sérielle à la musique post-sérielle. On ne le trouve jamais. Je raffine un peu exprès. Et à tout seigneur, tout honneur, tout de même, Lévi-Strauss. Alors Lévi-Strauss, c'est quelqu'un de sérieux, c'est pas du tout un mariole, pour parler comme Gluskar avec son accent. Il y a un sérieux épistémique, et puis il y a une formalisation qui a fait ses preuves, et qui est efficiente, à condition qu'on ne parle pas de nos sociétés, c'est ce qu'on dit toujours, au lieu d'en faire un maître penseur, mais qui est valable, comme dit d'ailleurs Lévi-Strauss avec un petit jeu de mots à lui, c'est valable seulement pour les sociétés sans histoire. Au double sens, sociétés qui sont avant l'histoire et en même temps sociétés sans palabres, sans conflit mondialisé. Ce kantisme sans sujet transcendantal dont Lévi-Strauss se réclame tout à fait explicitement, a précisément l'avantage, à l'inverse de Kant, c'est là qu'il y a une trahison de ce qu'il y a de meilleur du kantisme dans le néo-kantisme, de nous débarrasser précisément de l'histoire. Ce combat à contre-courant de l'idéologie dominante, vaudra à Michel Clouscar d'être tenu à l'écart aussi bien des médias que du milieu universitaire. Son œuvre restera longtemps méconnue ou ignorée. Michel Clouscar a connu aussi un sort un peu semblable à celui d'un autre philosophe qui a été un peu boycotté, moins que lui,
par les gens de son milieu, c'est un milieu universitaire, on peut dire, et de chercheurs, à savoir le philosophe et sociologue Henri Lefebvre. Ils avaient tous les deux le tort, aux yeux des petits bourgeois anciennement révolutionnaires, entre guillemets, et ensuite recentrés, de ne pas avoir jeté leur défroque progressiste aux orties, et de continuer à se sentir solidaires de la classe ouvrière, ce qu'ils ne pardonnent pas dans un milieu de renégats. Alors, Kluskar, effectivement, il s'est trouvé que ses ouvrages ont été méconnus, surtout il s'attaquait à des gourous de l'idéologie 68 art. Rappelons, il s'est payé Althusser, il s'est payé Gilles Deleuze, entre autres, puis un certain nombre d'autres gens, et évidemment, on ne crache pas dans la soupe lorsque la soupe est préparée par les maîtres queux de l'idéologie dominante. C'est au Old Navy, petit café situé entre Saint-Michel et Saint-Germain, que Michel Kluskar prend ses quartiers et y écrit une grande partie de son œuvre. Dans ce lieu d'observation privilégié de la mondanité parisienne, il y retrouve ses amis qui compteront dans la genèse et l'évolution de sa pensée. Henri Lefebvre, son directeur de thèse, et Lucien Goldman, dont la méthode l'inspirera longtemps. Chacun, en effet, défriche des terres peu fréquentées par la sociologie de leur temps. Les premiers complices que Kluskar a cru déceler au quartier, comme par hasard, étaient ceux qui, tel Goldman, tel Lefebvre, sortaient d'une mouvance marxiste qui ne se contentait pas de développer les forces productives et les rapports de production, mais mettait en phase l'analyse indispensable, incontournable et nécessaire de ces rapports avec le vécu quotidien, la quotidienneté, le concret, l'intériorité, bref, toutes ces catégories qu'on résume maintenant dans ces termes évasifs d'affect, et que Kluskar concentre dans le terme de psyché. Réconcilier la praxis et la psyché, c'est-à-dire tout le devenir économique, historique, celui de la production matérielle, et la psyché, ce qui en semble le plus éloigné alors qu'elle en est le plus haut produit, le plus élevé, c'est le sens commun. Je n'ai pas le but parce qu'il est atteint presque à chaque ligne de leurs œuvres magistrales, c'est le moment commun à Rousseau et à Kluskar de tenir à la fois le contrat social et la nouvelle Héloïse, les rêveries du promeneur solitaire et le discours sur l'origine de l'inégalité. De même, vous trouvez chez Kluskar la critique du libéralisme libertaire et cet extraordinaire titre, Traité de l'amour fou. Il faut le faire, ça semble incompatible, amour fou et traité. À l'image de Jean-Jacques Rousseau débarquant de Genève et découvrant l'hypocrisie et l'indécence des salons parisiens, Michel Kluskar tire de sa propre expérience de la mondanité parisienne le concept de quartier. Le quartier est pour Michel Kluskar l'aboutissement de l'évolution sociale. Il est le laboratoire des nouveaux modèles culturels, marginaux et transgressifs qui deviendront les normes de la nouvelle société. Ce microcosme, qui deviendra la publicité des nouveaux modes de vie, est constitué des surplus démographiques de la bourgeoisie. Vous avez par exemple des fils de notables qui ne s'intègrent pas, le type qui a raté ses prépas et qu'on envoie faire de l'humanitaire, ou l'étudiant dont on prolonge les études indéfiniment. Ces éternels cadets de la bourgeoisie, ils occupent des lieux bien spécifiques. Ils ont tendance à se regrouper dans des lieux bien spécifiques. C'est ce que Kluskar appelle, par une abstraction conceptuelle nécessaire, le quartier. Le quartier, il pense bien évidemment par exemple au Montparnasse des surréalistes, ou au Saint-Germain-des-Prés des existentialistes. C'est là que la plupart de ces gens qui ne sont plus vraiment dans le système de production, qui vivotent, qui vivent d'une certaine forme de bohème, qui consomment sans produire d'une certaine manière, vont créer une culture tout à fait codée, spécifique, et surtout définir une mode. Cette mode va servir après, va être prescriptive. Elle va pouvoir prescrire après un nouveau modèle selon lesquels les couches moyennes, à la faveur du plan Marshall, vont finir par consommer. C'est-à-dire que c'est dans le quartier qu'on va créer l'initiation mondaine à la nouvelle consommation typique du plan Marshall. Je rappelle que le quartier, chez lui, c'est une figure, c'est une métonymie qu'on peut prendre au sens propre, c'est le quartier latin, même si ça peut être Montparnasse à d'autres époques, mais aussi avec des annexes géographiques. Il ne faut pas prendre au sens très réaliste. Il me disait souvent que le Luberon, c'était là où beaucoup de gens du quartier avaient leur maison de campagne. Le Luberon, c'était là où Althusser faisait soigner sa dépression par Lacan. À ce moment-là, ça ne s'invente pas. Donc ce Luberon-là, pendant une saison, le temps des vacances, faisait partie du quartier. Et son indifférence
au côté réaliste et géographique et manifeste dans cette anecdote. Quelqu'un justement du Old Navy lui demande un jour « Où vas-tu cet été, Clouscar ?» Il dit « Je vais à Corfou. » « Ah bon? J'ai entendu dire qu'il allait à Calvi. » « Oui, Calvi qui a pris Corfou, il a répondu. Vous voyez que c'est des catégories, voilà, c'est des lieux de vacances où on retrouve toujours un peu les mêmes comportements, les mêmes succursales de ce qui se passe entre le Café de Flore et le Old Navy. Clouscar montre que ça prend une importance sociologique énorme, surtout au niveau des années 60. Parce que ce modèle-là, de la jouissance sans l'avoir, de la consommation sans la production, de l'art sans le contexte politique concret, c'est-à-dire l'art réduit à sa simple formalisation. Je ne critique pas le fait des recherches formelles qui ont leur sens, mais un art qui n'est que formaliste se coupe en fait de la société qui l'exprime. Alors il y a un lieu emblématique de la victoire de cette révolution culturelle portée par la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est le centre Georges Pompidou, plus connu sous le nom de Beaubourg. L'initiative de ce centre, elle venait de Georges Pompidou. C'est lui-même d'ailleurs qu'il n'était pas très chaud pour le projet, il l'a trouvé trop avant-gardiste, mais il était assez démocrate, contrairement à Mitterrand. Il a accepté le projet qui a été présenté, que tout le monde connaît aujourd'hui, une fois réalisé. On peut considérer que cet édifice, surtout dans les premières années, on peut dire la fin des années 70, début des années 80, a été le temple de la contestation institutionnalisée, dans la mesure où les expositions qui étaient présentées, aussi bien qu'il s'agisse de peinture, de sculpture, de cinéma, de débat, étaient des expositions qui reprenaient une à une toutes les thématiques 68 ardes. Sur la critique de la société de consommation, la mécanisation, la société industrielle, l'écologie qui commençait à apparaître aussi parmi la thématique. J'ai participé comme concepteur, entre guillemets, à l'une de ces expositions. Le thème, c'était « Qui décide de la ville ?» Et notre exposition était une exposition très à gauche qui critiquait la spéculation immobilière, la mainmise des promoteurs sur le centre des villes, etc. Et la clientèle qui était là, que j'ai appelé dans un article « la petite bourgeoisie », était parfaitement en adéquation avec ces expositions qui en fait étaient conçues, organisées par des gens qui étaient d'anciens leaders ou maîtres à penser de mai 68. Je citerai entre autres un sociologue très connu, Jean Baudrillard. Ce genre d'édifice va se multiplier dans toute la France. On peut dire que la plupart des maisons de la culture qui avaient commencé déjà été sémées dans les années 60 mais qui vont se développer après, et tous les lieux culturels branchés, comme on dira plus tard, sont essentiellement des mises en spectacle de la vision du monde néo-petite bourgeoise. C'est d'eux dont on parle dans toutes les rubriques culturelles des journaux que lisent les néo-petits bourgeois, du genre Libération, les rubriques culturelles de Libération, les Inrecuptibles, Télérama, etc. Il faut être dérangeant, il faut être insolent, mais sans trop déranger, évidemment. C'est ce qu'on appelle de la rébellion de confort, de la subversion subventionnée, pas autre chose. Ça a beaucoup de succès, ça a beaucoup marché, et ça a satisfait la grande majorité, et pour ne pas dire la totalité, des nouvelles couches moyennes. En 1981, Michel Clouscar, alors professeur de sociologie à l'université de Poitiers, publie Le capitalisme de la séduction, véritable succès de librairie. Dans cet essai, Michel Clouscar réalise une anthropologie de notre modernité, analysant les gestes et rituels d'intégration au capitalisme. Quand la période coloniale se terminait, commençait une nouvelle colonisation, la colonisation des esprits. Je reprends toute une systématique de gestes, de rituels, qui sont considérés comme des gestes d'émancipation et de libéralisation. Et je montre qu'au contraire, ce sont les modèles culturels dont le capitalisme a besoin pour son nouveau marché, son énorme marché, marché de l'industrie du loisir, du plaisir, du divertissement, de la mode, des monopoles commerciaux sur le sexe, sur la drogue et sur le jeu. Alors là, il y a un fantastique marché permissif qui a besoin de gestes d'usage. Clouscar montre comment il y a un véritable dressage anthropologique dans la manière même de consommer, et ceci dès l'enfance, où on vous fait croire à un monde où il suffirait d'appuyer sur un bouton pour que les choses fonctionnent. Appuyer sur un bouton, c'est le rêve du consommateur absolu. Tout le reste, c'est des robots. Comme disait Aristote, si les navettes tissaient toutes seules, il n'y aurait plus besoin d'esclaves. Or, on sait que même avec l'automation, les navettes, elles ne tissent pas toutes seules, concrètement. Mais on fait croire que tout marche tout seul, tout fonctionne tout seul, c'est bien ça le problème. Et donc dès l'enfance, on a un usage naïf, péremptoire de la machine.
De tous les dressages, j'en arrive à celui qui, à mon avis, concentre l'essentiel du procès de connaissance que Gluskar développe à cette occasion. C'est le dressage, j'y tiens parce qu'il pénètre dans l'intimité du sujet. Je pense au chant musical, chant sonore et en particulier au chant musical. Il faut observer que depuis 1950, en gros les années 50, jusqu'à aujourd'hui, la musique de masse n'a pas cessé du point de vue structural de rester binaire. C'est quand même extraordinaire. Dès l'apparition, sans aucun changement de valeur esthétique, du rock'n'roll, c'est un changement d'existence qu'on peut mesurer, du rock'n'roll jusqu'aujourd'hui au rap en passant par le disco, le techno, tout ce que vous voulez, c'est quand même le binaire. C'est-à-dire la reproduction à l'identique du même fragment de durée avec la mesure bien marquée, qui est caractéristique des musiques dites de variété. C'est la métrique rock qui vient tuer le swing jazz, qui vient tuer le savoir musical, qui vient tuer autant les musiques savantes que les musiques populaires, et bien sûr le jazz qui était le plus savant des musiques populaires et le plus populaire des musiques savantes. Tout ça, c'est cette idéologie. Le rock n'est qu'une analogie de cette société-là. Il prenait souvent cet exemple. Il dit, il n'y a pas si longtemps, avant les années 50, dans le nord-est, vous aviez de l'accordéon pour les musiques populaires. Dans le sud-ouest, c'est un peu le tango. Et Espagne n'est pas loin. Ailleurs, ce sera ceci ou cela. Et ça, ce sont les vraies musiques populaires, c'est-à-dire au sens où une telle fleur ou telle plante ne peut apparaître que sur un terreau déterminé. Je laisse là les connotations naturalistes de mon exemple. De même, il est évident que la musique traditionnelle des aborigènes australiens ne peut apparaître que dans une géographie, une histoire et un mode de production déterminé. En ce sens, on peut les dire populaires. Elles sont l'expression du peuple qui les fait éclore. Par contre, parler de pop music, pour lui, c'est exactement le contraire de la musique populaire. C'est là où il y a, de même que people est fait contre le peuple. C'est intéressant ce double décalage. À savoir qu'à partir du moment où un tube est lancé le matin, puis quand je me rase, je le réentends, puis quand je vais dans ma voiture au boulot, je le réentends, etc. C'est le contraire. Ce n'est pas l'expression qui vient d'en bas, d'une tradition, d'une substance populaire qui devient sujet chez un musicien. C'est tout le contraire. C'est un truc qui vient d'en haut. C'est en ce sens que c'est antipopulaire pour Gluskar et qui est un conditionnement. C'est là qu'on parlait de dressage anthropologique, effectivement. Or, le fait que dans l'exemple de la consommation musicale de masse, il y a cette prégnance exorbitante du binaire, au point que je dirais que l'histoire de la musique s'est arrêtée. Si au moins il y a une histoire qui est finie, c'est bien celle-là. La culture populaire est une culture en voie de disparition. C'est celle qui émane directement des classes populaires dans la mesure où elles sont encore autonomes, indépendantes, qu'elles échappent à la domination idéologique de la bourgeoisie. En revanche, la culture de masse est une culture, j'allais dire, de grande distribution, bas de gamme, qui est fabriquée à destination des classes populaires pour l'aliéner, pour lui faire adopter des positions conformistes et consuméristes. C'est quand même un domaine décisif parce que avec la musique, on touche un peu à cette fameuse capture des âmes que Gluskar dénonçait dans des formes de prédation plus insidieuses du capitalisme. Et ce qu'il dénonce, c'est précisément le fait d'avoir qu'on ait élaboré un canon, un canevas musical dans lesquels il disait, un peu pour se moquer par antiphrase de Foucault, dans lequel il voyait le véritablement grand renfermement, l'expression de Foucault, que Foucault situe dans l'apparition de la raison du 7e siècle. Non, lui, c'est le contraire. Le grand renfermement, c'est ça. C'est le boum, boum, boum. Comme si les barres de mesure du rock au sens extensif, pas du rock'n'roll précisément, mais de l'esthétique rock, ça comprend ici le disco, le techno, tout ce que vous voulez, comme si ces barres de mesure répétitives étaient les barreaux de la prison et des ghettos dans lesquels on enferme ces jeunes, en gros. Voilà ce qu'il dit. Et donc, on fait passer comme émancipateur et transgressif une musique qui est une musique de soumission, quelque part, à l'ordre de la répétition. Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'autres horizons, notre système n'est pas le meilleur, mais tous les autres sont pires, il n'y a pas d'alternative, on va dans le mur, mais notre système est quand même le meilleur et tous les autres sont encore pires. C'est ce côté-là, quelque part, qui est désespérant pour nous. Le dressage à la société de consommation prend ainsi les habits de la transgression. Si les modes changent, le parcours reste le même. Qu'elles viennent des pratiques sexuelles, de la musique ou de la mode, la transgression passe invariablement de la marginalité à l'éclosion de nouveaux marchés que Michel Gluskar appellera le marché du désir. On a pu considérer longtemps que le capitalisme était méchant. Il l'est dans les pays en voie de développement, mais dans les pays post-industrialisés, au contraire, il a toute une stratégie de l'intégration parce qu'il a tout un nouveau marché qui a échappé à l'analyse des économistes bourgeois et marxistes d'ailleurs, et tout un nouveau marché qui rapporte d'énormes profits, d'une part, permet de dynamiser le marché traditionnel, et troisièmement, je crois, même permet une régulation, une normalisation de la crise. Société de consommation, voilà un fait peu remis en cause.
Michel Clouscar se demande avec ironie « Une société de consommation, cela ne voudrait-il pas dire que les travailleurs consomment ce qu'ils produisent et que par conséquent, nous ne sommes déjà plus dans une société capitaliste ?» Il n'y a pas de société de consommation stricto sensu, il y a une classe qui consomme. C'est pour ça qu'il fallait quand même faire une analyse marxiste de la consommation. Ce que n'ont sans doute pas fait la plupart des marxistes dits traditionnels ou qualifiés de dogmatiques, mais ils n'ont plus rien de marxiste au sens où ils ne font pas du marxisme appliqué, comme l'a fait Clouscar. Parce que Clouscar ne s'est pas contenté de faire comme on faisait au XIXe siècle, parce que, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. On étudiait les classes en fonction de la production, mais il a aussi étudié les classes en fonction de la consommation. C'est une très très grande originalité de Clouscar, et c'est un des seuls à l'avoir fait réellement. Je prends un exemple simple. Le mineur, par exemple, qui est pour prendre un secteur particulier de la classe ouvrière à l'époque. Le mineur qui a craché ses poumons dans les mines pendant 40 ans et qui a la chance statistique d'arriver à la retraite parce que pas mal mouraient de la silicose tout de même. On ne parlait pas de pollution à ce moment-là, vous remarquez, hein, quand il y avait des millions de mecs qui mouraient de la silicose, je veux dire, on parlait de l'exploitation, ce qui me semble plus approprié, non pas de la pollution. Et quand ça polluait les poumons du travailleur, on s'en foutait de la pollution. Et quand il atteint les résidences secondaires, ça devient terrible. Ce mineur-là, lorsqu'il a la chance d'arriver à la retraite et de s'acheter sa première TV couleur dans les années 60, salaud, tu es un vendu, tu es un bourgeoisé, tu es plus bon pour la révolution. Et ça, c'est dit par qui? Par ces jeunes qu'on envoyait les pauvres, grâce à l'argent de papa, élever des moutons en Ardèche. Je prends un exemple de sociétalité conviviale, typiquement 68arde. C'est lui qui traite l'ouvrier. L'ouvrier qui s'est cassé le cul pendant 40 ans, d'intégrer, d'embourgeoiser, parce qu'il s'est acheté une TV couleur juste avant sa retraite. C'est quand même monstrueux. Il y a une violence dans ce discours qu'on n'imagine pas, violence qui s'exerce encore aujourd'hui sur l'évacuation complète de la notion de prolétariat du décor. La cohésion de Clouscar n'est pas une cohésion totalisante, elle tient au côté au contraire totalitaire de l'idéologie qu'il dénonce. Cette manière d'évacuer, à chaque fois c'est la même chose qui est évacuée, anéantie, refoulée, censurée, vous pouvez prendre le terme que vous voulez, ça dépend un peu des instances et des contextes, c'est le moment du labeur précisément, le moment obscène, le moment qui fait que Vulcain est plus laid que Narcisse, c'est comme ça. C'est là où l'analyse de Clouscar est absolument décisive, et il a fait une analyse qui est vraiment devenue classique en sociologie et en politique. Il a distingué d'un côté les biens d'équipement, des biens dits de consommation libidinale, ludique, marginale. Ce qu'il a montré, c'est que vous avez fondamentalement une société à deux vitesses. Disons, les ouvriers et les employés, qui sont la majorité de la population française, qui ne peuvent consommer que des biens dits d'équipement. Alors, pour vous donner un exemple, c'est par exemple la voiture pour se rendre au boulot, puisque maintenant tous les gens sont en banlieue, il faut bien qu'ils aillent au travail en voiture. C'est la machine à laver pour permettre le travail généralisé des femmes. Bon, bien sûr, les femmes commençaient à travailler déjà massivement, surtout dans la classe ouvrière. Les biens d'équipement, c'est aussi des équipements collectifs, des routes. Est-ce qu'on consomme une route? Tout ça, ça favorise l'organisation même de la production. C'est ce à quoi la classe ouvrière et les employés, grosso modo les travailleurs de ce pays, ont accès. C'est complètement différent de ce que Clouscar appelle la consommation libidinale, ludique, marginale, qui est l'apanage de privilégiés. Et Clouscar dit très bien, c'est pas parce que la misère roule en voiture que c'est pas la misère. Si on regarde dans l'organisation même de la société, le fait d'accéder à la voiture pour se taper 3 heures de bouchon et se faire exploiter 12 heures par jour, c'est pas le strass et les paillettes qu'on vous fait voir à la télévision. La modernisation, il y avait quand même des choses qui étaient importantes. Bêtement, une machine à laver, c'est pas rien. Un frigo, c'est pas rien. Et donc, que tout le monde aspire à avoir ça, ça peut se concevoir, mais après, on nous donne du rêve. Et voilà, rêvez, mais soumettez-vous. Pour Michel Clouscar, la magie des objets de consommation ne peut opérer que si on relègue dans l'oubli ceux qui les produisent. Le travail devient l'inconscient de la société, devenue une société où le ludique est omniprésent. Ironie de l'histoire, les mines de Carmaux, où le père de Michel Clouscar travaillait, ont été transformées en un parc de loisirs. La mémoire du travailleur s'efface au profit de la jouissance du consommateur. La classe ouvrière est devenue invisible. Elle a disparu des magazines, on ne voit plus de prolos, on voit plus... Les bleus ont disparu même dans les usines, on est rarement habillé en bleu maintenant.
Puisqu'avant, c'était toute la classe ouvrière, c'était facile. En 1936, quand ils descendaient dans la rue, ils étaient tous en bleu. Maintenant, ça fait partie aussi de l'individualisation des gens et qui se reconnaissent plus en une seule classe. Tu vas dans une usine comme la mienne. Nous, on a un bleu qui est un peu bleu avec un liseré rouge. Mais on a ceux qui interviennent sur les mécanos, leur bleu est noir, d'autres c'est les gris et tout ça. Alors qu'avant on était tous pareils, on avait le même rapport, c'était le même patron et tout ça. Maintenant c'est des entreprises extérieures qui interviennent et on est tous différents. Et ça fait partie d'une idéologie qui est on veut plus vous voir, vous n'existez plus. Alors que tous les gens qui font ça et qui sont quand même nombreux et les gens qui sont dans leur famille, c'est pas rien. Mais on ne veut plus de vous. Vous êtes has-been. Le prolétariat est has-been. La classe ouvrière, contrairement à ce qu'on raconte, n'a pas diminué en nombre. Elle a peut-être diminué en nombre dans les pays les plus développés, ceux qui se sont désindustrialisés, entre guillemets. Mais à l'échelle planétaire, il est bien évident qu'on regarde des pays comme l'Inde, comme la Chine, ou les pays dits émergents. Ce qui émerge aussi, c'est une nouvelle classe ouvrière. Et globalement, aussi bien en chiffre absolu qu'en chiffre relatif, la part de la classe ouvrière à l'échelle mondiale continue d'augmenter. Alors pour en revenir à la France, ou à un pays dit développé ou avancé, là on peut dire que les classes populaires se divisent en deux catégories. Les ouvriers qui ne sont plus majoritairement concentrés dans des grandes entreprises, mais plus disséminés qu'avant, parce qu'il y a aussi des transformations concernant ce qu'on appelle le management, l'organisation du travail, ce qui est en fait la réorganisation des modalités de l'exploitation, il ne faut pas se cacher derrière les mots. Donc cette classe ouvrière s'est dispersée, s'est un peu diluée, mais parallèlement au maintien de cette classe ouvrière, il y a aussi l'expansion d'un nouveau type de prolétariat qui est celui des employés. Quand on dit les industries de l'information et de la communication, ça veut dire qu'il y a aussi des prolétaires dans ces secteurs. Simplement, ils sont classés comme employés. La néodomesticité des emplois de service, que ce soit des laveurs de carreaux, des vendeurs de pizza ou des caissières de supermarchés, il y a toute une foule d'emplois nouveaux occupés par des gens qui sont aussi des prolétaires, dans des situations de précarité croissante. Leurs enfants d'ailleurs risquent de vivre moins bien que leurs parents, le chômage augmente, la précarité aussi, les emplois temporaires, etc., à temps partiel, et que somme toute, il faut quand même savoir qu'on a presque 60% de la population active qui est composée de ces ouvriers, de ces employés. L'isolement dans lequel se trouve la classe ouvrière dans ce discours sociétal est quand même extraordinaire. S'il y en a un qui est abandonné, parce qu'il n'a pas d'identité naturelle à laquelle il peut se raccrocher, soit par l'ethnie, soit par l'origine, soit par le sexe, soit par la naissance, qui est le positionnement social par excellence, justement, il n'en est jamais question. Le prolétaire qu'incarne Jean Gabin dans Le Jour se lève, il a disparu du décor. Enfin, du discours, dans le décor. Il ne faudrait pas croire. Les délocalisations sont faites, il n'y a jamais eu autant d'industrie, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers. Je rappelle tout de même que le couple moyen en France, c'est ouvrier-employé, statistiquement. Donc, quand on parle de la disparition de la classe ouvrière, ou de la classe populaire, il faut faire attention à ce qu'on raconte. Elle a disparu des discours des élites, qu'il s'agisse des politiciens, qu'il s'agisse des journalistes, qu'il s'agisse d'un certain nombre de chercheurs en sciences sociales inféodés au pouvoir, mais en fait, elle n'a pas disparu, on l'a simplement perdu de vue. Classe fantôme, puisque plus personne n'en parle, alors qu'il y a plus de 6 millions, presque 7 millions de gens qui sont classés sociologiquement comme étant ouvriers. On nous fait croire qu'avec les techniques, les métiers ont changé et que les ouvriers n'existent plus, qu'il n'y a plus que des classes moyennes, et en fait, ils existent encore. Et en plus, au niveau mondial, c'est la classe ouvrière est celle qui se multiplie partout, quoi. Les paysans deviennent des ouvriers partout, quoi, dans le monde entier. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai parlé de classe fantôme, puisqu'on la cache depuis les années 70. Quoi. L'exclusion des travailleurs n'est pas seulement d'ordre symbolique, elle est aussi géographique. Le centre des villes est désormais dévolu aux loisirs et à la consommation. Dès lors, les travailleurs y sont indésirables. Cela se traduit par un exil forcé, une éviction, une expulsion des classes populaires dans des endroits de plus en plus éloignés du centre des villes. Il y a une véritable
émigration obligée de ces classes-là qui ne peuvent plus habiter au centre. Il y a des opérations soit de rénovation, table rase, on détruit les quartiers, soit dites de réhabilitation ou de rénovation urbaine, où on restaure, on retape des anciens immeubles, mais pour les rendre accessibles, une fois rénovés, à des couches qui peuvent se les payer. Je prends un exemple très, très rapide, parce que c'est Gluskar qui me l'a suggéré. Lorsqu'on... les premières années, avant sa mort, la rue Mouffetard avait déjà pris son aspect actuel. C'est-à-dire qu'on avait connu tous les deux l'époque où la rue Mouffetard, comme presque du quartier de Paris, avait des étages où il y avait la misère là-haut au 6e, et où vous aviez des petites dames qui étaient toutes seules avec leur chat, avec des toutes petites retraites, qui tenaient plus à bouffer à leur chat qu'à elles-mêmes, mais qui se rencontraient en bas chez le boucher avec la bourgeoise qui habitait les étages nobles. Bref, tout cela constituait un monde. C'est ce que je veux illustrer. C'était une totalité. Dans un monde, il y a une totalité. Totalité trompeuse, fallacieuse, injuste, même enfin, une totalité. D'ailleurs, l'adage dit il faut de tout pour faire un monde. Alors que maintenant, les pauvres, ils sont expulsés à la Courneuve par les contraintes de prix de loyer, etc., depuis quelques années, ou à Évry, pour changer de point cardinal. Et ils vont se faire voir ailleurs, et puis l'habitat humain est très, très, très homogène. Et donc là, quelque part, la rue Mouffetard n'est plus le monde qu'elle constituait à une époque, ce n'est plus que l'élément d'un parcours touristique. Le résultat, c'est que contrairement à ce qu'on raconte, la majeure partie des classes populaires n'habitent pas, pour la France, dans les cités. Dans les cités dites les zones urbaines sensibles, dans le langage technocratique, on a au maximum 4 400 000 habitants. La majeure partie de la population populaire française habite soit dans ce qu'on appelle le périurbain, c'est-à-dire au-delà de l'approche banlieue, soit déjà maintenant dans les zones rurales, dans un rayon pour ce qui est de Paris de 40 à 50 km du centre de Paris, soit évidemment aussi, on a tendance à l'oublier, dans toutes ces petites villes ou ces villes moyennes qui étaient des villes industrielles, et après les fusions, acquisitions, délocalisations, restructurations, ces villes ont été sinistrées, les gens ont perdu leur emploi et se retrouvent avec des taux de chômage qui avoisinent souvent les 30 et 35% des populations qui ont entre 18 et 50 ans. L'occultation de la classe ouvrière répond à la logique même de la société libérale libertaire, répressive envers le producteur, permissive pour le consommateur. Le système capitaliste cherche à masquer une réalité. La consommation des uns n'est que la consommation du travail des autres. Pour réconcilier ces deux facettes de l'individu et de la société, Michel Gluskar propose la création du Parlement du travailleur collectif. Gluskar proposait, dans ces dernières années, de doubler le Parlement, la Chambre des députés, d'une deuxième chambre, supprimer le Sénat et le remplacer par le Parlement du travailleur collectif. C'est-à-dire un Parlement qui regrouperait tout ce qu'on appelle en général les forces vives de la nation, pour simplifier. Les producteurs de richesse sont après tout les mieux placés pour décider du destin et du destin quotidien d'une collectivité. Simplement. Donc ça a l'air tout simple, c'est d'autant plus incroyable, je veux dire, que la proposition ne soit pas plus récurrente. C'est une manière pour lui de faire en sorte que la législation précisément échappe soit au danger du droit formel, suffisamment dénoncé, je ne m'attarderai pas, soit aux habituels déviations de prévarication, de corruption, de lobbying, etc. Mais c'est une manière beaucoup plus rationnelle de donner des garanties institutionnelles à ce que ce monde de la praxis soit non plus seulement évacué du décor, mais occupant une place au contraire décisive et déterminante dans l'institution elle-même. En 1995, Michel Gluskar se retire à Gaillac dans la maison familiale afin de poursuivre la rédaction de son œuvre. Il y décède des suites de la maladie de Parkinson le 21 février 2009. Comme Rousseau, Michel Gluskar a refusé toute sa vie de succomber aux modes de l'époque en nous offrant un nouveau regard lucide et engagé sur la société. Il nous aura invités à trouver dans les valeurs humaines de solidarité et d'amitié les bases d'une refondation progressiste. Il s'agit de proposer un nouvel horizon pour la vie humaine, à la fois concret et spirituel, le partage de l'amour et de l'amitié, l'unité du sujet et du citoyen, en marchant dans les pas des grands refondateurs qui comprenaient l'amitié, philia, comme une vertu politique et une parente de l'amour.